Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Donc d'abord, et merci aussi pour cette invitation à partager avec vous quelques réflexions. Et déjà, j'ai beaucoup appris hier des expériences des architectes, urbanistes, etc. Et je vais essayer d'ailleurs de m'en inspirer dans cette intervention. Alors, le sujet proposé, c'est l'usure du monde. C'est vrai que c'est un thème c'est un beau sujet qui incite à la méditation, je dirais, cette idée d'usure du monde, hein, une méditation, magnifique sujet de réflexion. Et je vais partir quand même de cette notion de usure du monde pour expliquer ma démarche et pourquoi j'en suis venue à plutôt traiter, enfin, ou en tout cas à le traiter par le biais de réanimer nos mondes. C'est comme ça que j'ai intitulé cette communication. Réanimer nos mondes au pluriel. Alors pourquoi ? Donc je suis partie d'abord du monde. Le monde avec le M majuscule, le monde. Simone Veil d'ailleurs, elle disait souvent, elle parlait des majuscules tueuses. Et justement la majuscule du monde, bien souvent, j'y reviendrai, tue les mondes vécus, les mondes concrets. Donc ça renvoie à quelque chose d'assez abstrait, le monde avec une majuscule. Et dans notre monde de la mondialisation, ce monde-là, il est assimilé au globe, par la Terre, au globe. Et d'ailleurs, on dit indistinctement mondialisation ou globalisation. Ça dépend des langues. Hein, en anglais, on dit globalisation plutôt, mais même en français, on dit mondialisation, globalisation, comme si le monde, c'était le globe. C'est-à-dire quelque chose qui englobe, hein, et qui, finalement, ne reconnaît pas l'altérité, j'y reviendrai, et qui a supprimé toute altérité, qui a englobé les mondes, hein, avec la prétention de l'unifier, hein, le monde, dans un monde abstrait, rationalisé, simplifié, donc je disais pas d'altérité. On verra, c'est un monde qui est hors sol, c'est un globe, c'est pas la Terre, c'est un monde hors sol comme un apesanteur. Et à cela, j'oppose les mondes vécus. Alors, l'expression vient de André Gortz, mais elle a été utilisée par beaucoup de... Elle est antérieure d'ailleurs en philosophie, mais André Gortz l'a beaucoup repris dans l'écologie politique. Donc, les mondes vécus qui sont des mondes concrets, qui sont traversés par la pluralité, par la diversité, justement, et par leur ancrage, surtout. Ancrage, alors ancrage par rapport à la terre, par rapport au territoire, à la Terre et à toutes les communautés biotiques qui habitent la Terre. Nous ne sommes pas les seuls vivants sur la Terre. Il y a d'innombrables communautés biotiques qui également peuplent cette Terre. Donc des mondes concrets, des mondes ancrés dans des territoires, hein, et donc ancrés dans la Terre. Et donc nous faisons monde, mais nous faisons monde commun. Dans l'idée de monde, il y a aussi monde commun, à partir de ces mondes vécus et à partir des mondes terrestres, à partir des milieux de vie que nous habitons, qui sont inextricablement des milieux naturels, même si cette nature a été très fortement anthropologisée, hein, par les activités humaines. Donc une intrication de mondes naturels, d'une géographie, d'une géologie dont nous héritons, hein, une géographie, une géologie, mais aussi une histoire, une sociologie, et donc des mondes humains, des sociétés humaines, des communautés sociales. Donc c'est ça ce qu'est la toile de vie dans laquelle nous tissons ces mondes vécus. Bon, voilà pour les mondes. Et je suis revenue aussi sur le terme usure. Bon, usure, c'est très beau. Et je dois dire que j'ai eu même un peu une crainte que cette idée d'usure du monde qui évoque finalement la durée, le passage du temps, le fait d'aimer la durée aussi. On aime les ruines, hein, des ruines sublimes, hein, qui évoquent justement cette durée, ce passage du temps. Et des ruines d'ailleurs qui parfois permettent la symbiose, permettent de voir, de visualiser
la symbiose entre l'artifice humain et la nature. On dit souvent la nature reprend ses droits, hein, dans les ruines, avec le mélange végétation, artifice humain, etc. Ce qui donne des ruines assez sublimes, souvent, qui font appel à nos propres émotions. Donc, ces ruines, symboles de la durée, du passage du temps, et j'ai craint un peu que cette idée d'usure du monde, finalement, esthétise la catastrophe. Que ce soit une façon encore détournée d'esthétiser ce que nous vivons aujourd'hui, esthétiser les catastrophes, et donc une mise à distance de la catastrophe aussi, parce que l'esthétisation permet la mise à distance. Voilà pourquoi, plutôt que des mondes... Certes, il y a des mondes usés, il y a encore des mondes usés, nous côtoyons des mondes usés avec beaucoup d'émotions, et je crois que nous partageons cette émotion devant ces mondes usés, ce passage du temps, ce lien avec le passé, etc. Mais nous sommes surtout entourés de mondes détruits, de mondes abîmés, irréversiblement abîmés pour certains, irréversiblement détruits pour certains. Et donc, là, c'est autre chose. C'est l'abolition de la durée. C'est pas du tout, contrairement aux ruines, hein, où là, c'est la culture de la durée, c'est se plonger dans la durée. Là, c'est l'abolition de la durée. C'est l'arasement du passé. C'est un amoncellement non pas de ruines, mais de déchets. Et les déchets ne sont pas des ruines. Donc plutôt, nous vivons plutôt dans des déchets, les déchets du capitalisme, les déchets de, on verra, de multiples choses. Donc nous vivons dans des déchets plus que dans des ruines, et dans lequel finalement le temps, c'est le temps présent, dans lequel il n'y a pas de futur, ou alors un futur qu'on nous promet comme des temps recyclés, comme s'il était possible de recycler le temps, hein, et d'imaginer des choses réversibles, alors que nous sommes face à des pertes de monde qui sont pour certaines irréversibles. Donc voilà un petit peu comment je suis partie pour ma réflexion autour de usure du monde et surtout réanimer nos mondes et réanimer nos mondes vécus. Donc nous vivons dans des mondes désanimés, c'est-à-dire des mondes détruits, mais en plus des mondes sans esprit, sans âme. J'y reviendrai sur ce terme de l'âme, hein, l'âme du monde, l'esprit du monde, sans esprit, sans âme, comme une sorte d'arrêt de monde, hein, arrêt de monde, au pluriel monde. Cependant, et ce sera plus la seconde partie de ma communication, cependant, et c'est l'aspect, alors hier on parlait d'optimisme, je n'emploie pas trop ce terme, en tout cas c'est un effet du réel, la vie, le vivant, ne se plie pas complètement à cet effort continu d'aménagement, de maîtrise, de planification, de rationalisation, etc. Le vivant résiste, la vie résiste. La vie résiste et elle résiste à la maîtrise rationnelle, à cette simplification du monde globalisé, de la globalisation. Et nous faisons l'expérience d'une terre vivante, pour le meilleur et pour le pire. D'une terre vivante, il y a un surgissement tout à coup de la Terre, un nouvel acteur qui intervient dans notre histoire qui s'appelle la Terre. Et un acteur un peu turbulent, dont nous découvrons que nous ne maîtrisons pas absolument tous les mouvements. Une Terre relativement ingouvernable, alors que nous prétendions gouverner ça comme un globe qu'on fait tourner sur le doigt. Donc, une terre ingouvernable, des soulèvements de la terre, il y a un mouvement qui s'appelle les soulèvements de la terre d'ailleurs, hein, cette terre qui semble se soulever finalement, qui ne supporte plus le poids matériel de nos activités. Et là, on est vraiment devant le poids matériel de toutes nos activités humaines. Donc, ça donne des événements qui sont spectaculaires, qu'on peut dire proprement inhumains, qui dépassent l'entendement humain, qui ne sont pas maîtrisables à l'échelle humaine. Ce sont des cyclones ravageurs, des vents qui ont des vitesses de 300 km/h, qui ravagent tout sur leur passage, et auxquels aucune force humaine ne peut s'opposer. Elle peut simplement s'en protéger. Donc des événements proprement inhumains, non maîtrisables, et d'autres moins spectaculaires. C'est ceux-là qui vont m'intéresser ici. D'autres qui sont moins spectaculaires et pourtant tout aussi importants et tout aussi révélateurs d'un surgissement de vie. Alors, ces événements moins spectaculaires, ils ont été analysés en particulier par une anthropologue américaine qui s'appelle Anna Tsing,
qui est connu surtout pour un de ses ouvrages qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde, habiter les ruines du capitalisme », mais vient d'être également traduit et publié en France un autre ouvrage qui s'appelle « Prolifération ». Et c'est très intéressant parce qu'elle montre comment, quand la vie, cette résurgence de vie, elle peut se faire selon deux modes finalement. Selon le mode de la prolifération. Et donc, selon ce mode de la prolifération, c'est comment la dévastation de nos milieux produit des monstres écologiques. Produit des véritables monstres écologiques, des espèces invasives qui se nourrissent précisément de la destruction de la toile de vie. On connaît, ce sont aussi bien des plantes invasives, qui ne sont plus des plantes compagnes, des plantes invasives, des virus, des méduses, enfin bon, les exemples sur cette invasion, cette capacité d'invasion sont nombreux. Donc là, sur le mode de la prolifération, bon, ça c'est les monstres écologiques, mais aussi la vie ressurgit sur un autre mode, ce qu'elle appelle la résurgence. Alors, résurgence, précisément dans ce qu'elle appelle les ruines du capitalisme, moi je dirais plutôt les déchets du capitalisme que les ruines, parce qu'encore une fois, j'attache aux ruines quelque chose de plus intéressant que les déchets. Donc, sur les déchets de la civilisation industrielle, pas que du capitalisme, civilisation industrielle en général, de l'industrialisme, des ruines, et j'ajouterai par rapport à Annette Singh, et ça elle l'évoque, mais assez peu finalement, des résurgences aussi dans des espaces que nous laissons évoluer, où peut encore se nicher ce qu'on pourrait appeler une vie sauvage. Et où est assurée la continuité finalement du tissu écologique, de la toile écologique, la continuité de la toile de vie. Voilà pourquoi d'ailleurs hier j'avais noté dans l'intervention de Salima, l'idée que, parce que bon, j'ai essayé d'orienter mon texte par rapport aux architectes que vous êtes, pour la plupart, l'idée du retrait de l'architecte, mais c'est là aussi, c'est la nature sauvage qui peut avoir une résurgence dans des espaces dans lesquels il y a un certain retrait. Retrait des humains, retrait des activités pour justement laisser cette vie en résurgence. Et là, avec ces résurgences-là, on peut les comprendre, et nombre aujourd'hui de communautés dissidentes, je dirais humaines ou résistantes, se saisissent de ces surgissements de vie comme des alliés pour des sortes de résistance interespèces. J'y reviendrai. Qui, plutôt que de considérer tout cela comme finalement des choses absolument secondaires, non, c'est au contraire se saisir de ces résurgences possibles dans la catastrophe ambiante pour réinventer d'autres mondes avec l'idée que nous ne sommes pas seuls. Et donc s'inventent des mondes réanimés, je vais en parler, des mondes réanimés, et là, contrairement à l'usure du monde, ces mondes réanimés incarnent aussi des conflits de monde. On vit aujourd'hui des conflits de monde, des conflits durs de monde, entre ce monde de l'industrialisation, techno-industrielle, etc., de la rationalité économique, et ces mondes qui tentent de se réanimer. Alors, le premier point que je vais aborder, avant d'arriver à la réanimation des mondes, bon, ça c'est pas dans ma posture d'économiste, mais j'ai tenu quand même à dire quelques mots là-dessus. C'est comment l'idéologie économique, l'économisme, et qui aujourd'hui s'incarne dans ce que j'appellerais le croissantisme, la croissance, l'idéologie de la croissance, de l'économie, a véritablement éteint les mondes. A créé, c'est l'administration, j'ai écrit, c'est l'administration des choses mortes. L'économie. Elle tue le travail vivant aussi. L'économie dominante tue le travail vivant, donc c'est une forme d'administration des choses mortes. Et dans le domaine de la croissance de l'économie, la Terre, ce n'est pas une source de vie, c'est une ressource. C'est une ressource, et comme telle, cette ressource, elle doit être extraite. C'est tout l'extractivisme. Et la Terre est à aménager. Il s'agit d'extraire les ressources et d'aménager. Et tout ce qui est aménageable doit être aménagé.
Il n'est pas question de laisser un vide, la horreur du vide. Tout ce qui est aménageable doit être aménagé. Là, je parle à des aménageurs, enfin, à des potentiellement aménageurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de revoir toute l'histoire de l'aménagement. Donc, je l'ai un peu revu pour là. Je ne vais pas en parler, mais c'est quand même sous le pétainisme que naît cette idée, parce qu'on associe le pétainisme à quelque chose de très réactionnaire, le retour à la nature qui ne ment pas, etc., etc. Mais il y a eu tout l'autre volet du pétainisme extrêmement technocratique et industrialiste, de planificateur, c'est l'école du riage, etc., etc., et qui a créé finalement, enfin, qui a inventé enfin pas créé, mais qui a magnifier en tout cas la gestion rationnelle de la Terre avec la création en 1941 quand même de la Direction générale de l'équipement national. La DGEN qui a été créée par Pétain, par le système pétainiste en 1941. Bon bref, donc obsession aménagementiste. Et cette ressource, dans l'imaginaire économique, elle devient capital. C'est du capital naturel qui s'ajoute au capital industriel, ça s'appelle comme ça. Il y a du capital industriel, du capital financier et du capital naturel. Et ce capital naturel, il est englobé, c'est le globe, c'est le monde unique, il est englobé dans la dynamique économique au même titre que le capital industriel, que le capital, etc. Et donc, il fait partie de la dynamique d'accumulation, évidemment. Ce capital naturel, c'est une chose morte. C'est une chose morte. Et on appelle ça la bioéconomie. Alors, dans une torsion de ce que pouvait être la bioéconomie. Quand on pense à bioéconomie, on pourrait penser à une économie qui est soucieuse de son inscription dans la biosphère. Pas du tout. La bioéconomie néolibérale, disons, ou capitaliste, néolibérale, appelons-le comme on veut, ça m'est égal, ou industrialiste, c'est une bioéconomie qui prétend englober la biosphère dans l'économie. L'économie est un sous-système de la biosphère. La biosphère est un sous-système de l'économie qui englobe qui internalise, qui englobe l'ensemble des activités. Et bien entendu, aujourd'hui, nombre d'économistes considèrent quand même la Terre comme une entité vivante, capable de produire ce qu'on appellera des flux, pas seulement des stocks à extraire, mais aussi des flux. Des flux, c'est-à-dire que la Terre est capable de purifier l'eau, elle est capable d'absorber le carbone, etc., etc. Mais quand fait l'économie de ces flux de vie de la Terre, de ces flux vivants, elle en fait ce qu'on appelle des services écosystémiques. C'est des services écosystémiques, c'est-à-dire des services au service des humains, conçus uniquement pour cela, et qui sont parfaitement internalisables dans la logique économique. Et donc la croissance, ou l'économisme, c'est pareil pour moi, c'est un imaginaire dessiné de pseudo-concepts qui sont répétés en boucle. C'est une véritable propagande. Des concepts répétés en boucle. Écoutons actuellement ce qui peut être dit sur la croissance. Et j'ai trouvé une expression de Marcuse. Il parle de pseudo-concepts qui sont immunisés contre la contradiction. Et ça, je trouve ça très intéressant. Par exemple, le développement durable. Par exemple, la croissance verte et inclusive. Le charbon propre, l'atome pacifique. Enfin bon, on en connaît on pourrait énumérer. Bon. Et donc, là aussi, la globalisation économique, c'est l'internalisation de la contradiction. Donc, c'est parfait. Il n'y a aucune altérité. Il n'y a plus d'altérité. Et on peut continuer à l'infini le bouclage du circuit. Alors, les oxymores sont internalisés par le globe, et c'est un monde qui a sacrifié l'habitation à l'amélioration. C'est un monde amélioriste, croissantiste, et ça, l'expression, elle est de l'anthropologue économiste Karl Polanyi, hongrois, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « La grande transformation ». Il y a tout un chapitre qui s'appelle amélioration contre habitation, et ça, il le situe à partir du XVIIIe siècle avec la privatisation des communs, les enclosures, la privatisation des communs dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Eh bien, c'est là, aujourd'hui, que nous en sommes. On a sacrifié l'habitation à l'amélioration. Pour la société de croissance, société qui finalement a magnifié la massification de la consommation, c'est les 30 qu'on a appelées 30, entre guillemets, glorieuses, certains disent calamiteuses, mais bon, 30 glorieuses, pendant lesquelles la démocratie, la liberté, l'égalité
ont été assimilés à la massification de la consommation, c'est-à-dire c'est la disparition du politique. Et là, je voudrais vous lire une phrase, une citation d'Hannah Arendt qui a travaillé sur cette perte de monde qu'a consisté cette massification de la consommation. C'est dans la tradition cachée, l'attitude qui consiste à se borner à travailler et à consommer est très importante parce qu'elle dessine les contours d'un nouvel acosmisme. Savoir quel est le visage du monde n'importe plus à qui que ce soit. Pourtant, dans le travail et la consommation, l'homme est complètement renvoyé à lui-même, au biologique et à lui-même. C'est l'acosmisme, c'est la perte de monde qui justement est provoquée par cette... donc ce n'est pas simplement des mondes usés, c'est véritablement des pertes de monde et pas seulement une usure du monde. Et donc, cette croissance, elle a été obtenue grâce à une énergie bon marché, etc., l'énergie fossile, ce qui a provoqué une véritable intoxication mentale, intoxication à la fois des imaginaires et intoxication matérielle. Donc, l'acosmisme, elle parle aussi, Hannah Arendt, et j'aime beaucoup cette expression de désolation. La désolation, si on regarde le terme, c'est la désolation aussi, c'est hors sol. La désolation, c'est quand elle en parle pour les masses, toutes les populations qui sont massifiées, qui sont jetées d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, dans une véritable désolation, c'est-à-dire qu'ils perdent leur terre, elles perdent leur patrie, elles perdent leur terre, elles perdent leur enracinement, dirait Simone Weil. Donc le monde avec un grand M, il se loge, ça c'est l'expression est de Gunther Anders, qui a des liens avec Hannah Arendt. Le monde, il appartient aux usines, il se loge dans les usines, dans les entrepôts qui fleurissent aujourd'hui, dans les plateformes, dans les supermarchés. C'est là que se loge le monde. Et Gunther Anders, qui est un philosophe allemand, donc il a une expression, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « L'obsolescence du monde ». C'est pas l'usure, c'est l'obsolescence du monde et donc l'obsolescence de l'homme. Et donc, il parle de cosmos de produits. C'est-à-dire, notre cosmologie, finalement, elle est faite d'un cosmos de produits. Je trouve cette expression très, très, très révélatrice. Donc voilà, nous vivons dans un monde aménagé, dans une terre sans monde. Alors, c'est un monde qui a été construit finalement sur le modèle de la plantation. Et ça a été évoqué hier aussi par une des présentations hier au niveau de l'architecture comme plantation finalement. Sur le modèle de la plantation, dans lequel la terre est un support, dans lequel on favorise finalement un habité colonial qui est édifié sur des écologies simplificatrices, des monocultures. Alors, la plantation, ça évoque le monde colonial, ça évoque l'esclavage, ça évoque les grandes plantations de café, de canne à sucre, etc., des grandes monocultures. C'est Malcolm Ferdinand qui a écrit L'écologie décoloniale, qui définit les plantations ainsi. Il dit « Les plantations disciplinent les organismes en tant que ressources en les retirant de leur monde vivant. C'est typiquement le monde de la monoculture, la plantation. Et aujourd'hui, les plantations, elles ne sont pas simplement dans le monde colonial ou post-colonial. Il y a des plantations aussi, il y a des monocultures de l'esprit. Il y a une façon d'imaginer le monde comme plantation. Et hier, j'ai été frappée dans une présentation donc, où il était question d'un aménagement à Séville, d'une terrasse, d'une plante... Alors, attendez, je l'ai noté parce que ça m'a... Promenade plantée à Séville. Et quand on regarde les aménagements, effectivement, des lotissements, etc., ces lotissements, ils sont conçus comme des plantations. Donc, l'aménagement aussi, une forme d'aménagement peut être véritablement... On peut le considérer comme dérivé d'un habité colonial, de la plantation, de ce que Donna Haraway appelle le plantatiocène, non pas l'anthropocène, mais le plantationocène, c'est-à-dire un monde qui a été marqué par la plantation et qui débute avec l'exploitation coloniale du monde, qui nous conduit à ce que nous avons aujourd'hui, et dans lequel on trouve toujours le même triptyque, prise de terre, défrichage et massacre du vivant, c'est le triptyque de la plantation. On prend la terre, on défriche et on massacre. Et dans ce monde-là, sont reconnus seulement les êtres qui peuvent être convertis en actifs marchands. Tous les autres sont considérés comme des êtres morts, comme n'existant pas.
Et donc, ceci, nous le vivons depuis une trentaine d'années avec une accélération inouïe, inconnue d'autres temps. Et donc, on a véritablement un enfermement des corps et de l'esprit dans une raison économique qui est très largement bétonnée. Là, je voudrais citer Annie Lebrun, qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle du trop de réalité, entre autres, et qui écrit « Comment douter qu'à la rupture des grands équilibres biologiques ne correspond pas une rupture comparable des grands équilibres sensibles dans lesquels notre pensée trouvait encore à se nourrir. » Et ceci, bien entendu, contrevient à la raison, à cette raison occidentale qui s'est désanimée, qui a éliminé toute forme de sensibilité pour pouvoir se déployer. Donc voilà, j'en arrive donc maintenant à la réanimation du monde. Comment pourrions-nous habiter des mondes réanimés, des mondes terrestres? Alors pour ce faire, pour pouvoir habiter des mondes qui à nouveau sont animés, véritablement, qui ont une âme, animés, qui ont aussi un esprit, habiter donc des mondes terrestres, nous devons nous délester d'un certain nombre de choses. Et ce n'est pas si simple. Nous devons nous délester d'abord du fardeau. Ce n'est pas le fardeau de l'homme blanc, c'est le fardeau de l'amélioration. C'est un fardeau. C'est un fardeau et qui est devenu aujourd'hui insoutenable, insupportable. Et la Terre ne peut plus se porter. Ce fardeau de l'amélioration par l'accumulation d'infrastructures, etc., de manière toujours plus accélérée. Se délester du fardeau de l'amélioration, du fardeau de l'augmentation et de l'obsession de l'aménagement, pour retrouver les valeurs du ménagement. Ce n'est pas la même chose, l'aménagement et le ménagement. On doit ménager nos mondes. Et pour les ménager, c'est vrai qu'il faut savoir s'en retirer. Là aussi, bon, on parlait de Simone Weil, là je n'ai pas le temps, mais Simone Weil a écrit beaucoup de choses sur le retrait du monde, justement. Le retrait pour laisser advenir le monde, se retirer pour laisser advenir. Eh bien, nous devons sans doute nous retirer aussi par moments pour laisser advenir la vie et laisser advenir les mondes. Donc, le ménagement, le retrait. Se délester aussi de l'anthropocentrisme, qui nous a exilés de nos milieux de vie. Totalement exilés. Nous sommes des exilés. Et en particulier aussi se délester de l'idée de l'exceptionnalisme humain. Cet exceptionnalisme, l'idée que nous sommes dans le schéma de l'évolution purement linéaire, la dernière marche de l'échelle d'une espèce qui est parfaite, qui est le summum, l'arrivée de toute l'évolution, et complètement dominatrice sur toutes les autres. Donc, abandonner l'exceptionnalisme humain, ce n'est pas si simple. Parce que nous sommes quand même modelés véritablement par cette idée d'exceptionnalisme, et même qui a été symbole du progrès, de la civilisation, etc. Donc c'est très délicat. Se délester donc de l'exceptionnalisme humain, en ce qu'il nie aussi la part spirituelle de la nature, et il nie à la fois la part spirituelle de la nature et la part naturelle de la condition humaine. Cet exceptionnalisme. Et donc peut-être... Oui, je pensais en écrivant cela à nos rapports aux insectes. Il y a 2 ans, il y a eu un rapport très intéressant du CNRS, etc., sur la disparition des insectes, qui a suscité un certain émoi et, faut-il espérer, peut-être une certaine prise de conscience. Les insectes sont pour nous des êtres complètement insignifiants, tellement petits et tellement idiots. Ce sont des êtres qui n'ont pas de sens, insignifiants. Et ils ont été soumis à ce qu'on a appelé l'histoire du pare-brise. Vous savez, ils étaient gênants, les insectes, parce que quand il y a eu la voiture, la vitesse, d'ailleurs, il fallait s'arrêter pour nettoyer les pare-brises parce qu'ils s'échouaient sur les pare-brises. Ça a appelé ça le syndrome du pare-brise. Donc il a fallu absolument dégager tous ces nuisibles de notre vie, ce que nous avons fait allègrement, grâce à tous les moyens phytosanitaires que nous avons. Et donc, ça aussi, encore ça, c'est une contradiction dans les termes. Le phytosanitaire, c'est encore quelque chose qui a été un concept sans contradiction. Eh bien, ces insectes, nous découvrons médusés qu'ils participent pour une grande part à la pollinisation, ces insectes sauvages. Nous
nous avons le souci des abeilles et nous avons raison, bien entendu, mais les abeilles sont des compagnes que nous avons en partie domestiquées. Il y a toute une partie aujourd'hui de la pollinisation qui se font par des êtres non domestiqués. Ça, nous le découvrons, et tout à coup, nous nous rendons compte que nous sommes dépendants des insectes. Alors ça, notre toute-puissance en prend un petit coup quand même là. Nous sommes là véritablement détrônés d'une puissance qui pourrait traiter les insectes. Non, nous ne pouvons pas traiter les insectes comme des êtres insignifiants. Et donc, nous pourrions prendre au sérieux, à partir de là, peut-être d'autres cosmogonies qui nous sont transmises aussi par des peuples qui ont vécu des fins de monde. Il y a déjà des peuples qui ont vécu des fins de monde, je pense en particulier aux peuples colonisés des Amériques, qui ont vécu véritablement des fins de monde, des ruptures de monde, et qui sont pourtant toujours là. Et donc, ils ont peut-être pouvons-nous nous laisser décentrer, non pas adopter, mais nous laisser décentrer en prenant leur cosmogonie au sérieux, et en se disant que, en essayant d'avoir un rapport au monde et à la Terre plus subtil et plus complexe, et nous pourrions étendre, pour faire monde, nous pourrions étendre cette idée de faire monde à d'autres existants terrestres que les humains, faire monde donc avec aussi des autres qu'humains. Et donc nous découvrir, nous humains, comme des êtres, pas seulement rationnels, mais des êtres empathiques. Empathiques, nous sommes aussi des corps attachés à une toile de vie et enchevêtrés à d'autres mondes, des mondes autres qu'humains. Et au lieu d'une raison asséchée, privée de sensibilité, nous pourrions réenvisager la nature comme animée, une nature animée, en grande partie ingouvernable. Mais si nous disons que nous appartenons à cette toile de vie aussi, mais il y a une part peut-être aussi de la condition humaine qui pourrait être ingouvernable. C'est intéressant de le savoir aujourd'hui par rapport à toutes les entreprises de domestication aussi des humains. Donc cette part ingouvernable aussi de la condition humaine qui permettrait peut-être une résurgence de vie et de soulèvement possible, et d'imprévisible luxuriance. Et là, je voudrais vous lire juste une citation d'une écoféministe australienne, philosophe, qui s'appelle Val Plumwood, qui, bon, elle est assez peu connue en France, mais maintenant, ça y est, elle est traduite. Et donc, elle commence à être connue. Elle a édité, il y a un très beau livre qui s'appelle L'œil du crocodile, qui a été édité, dans lequel elle fait l'expérience comme philosophe elle a été imprudente, un peu trop toute puissante. Elle s'est aventurée dans des endroits où il ne fallait pas qu'elle aille. Et donc, elle s'est retrouvée face à face avec un crocodile, et un énorme crocodile. C'est plus que face à face, elle a été blessée. Il l'a entraînée 3 fois au fond de la rivière où elle a été. Elle a été blessée, mais elle a été miraculeusement relâchée par le crocodile. Et elle a fait là l'expérience philosophique d'être de la viande, d'être une proie, d'être un corps. Dans l'œil du crocodile, elle s'est vue comme de la viande. Et une viande assez bonne, une bonne viande qui est bien soignée. Donc voilà l'expérience assez succulente. L'expérience qu'elle a faite et qui a bouleversé véritablement sa vision philosophique. Et il y a un autre texte qui a été traduit récemment en français qui s'appelle, La nature réanimée. Réanimer, merci. C'est la collection que connaît bien Dominique Bourg. Réanimer la nature, voilà ce qu'elle dit, en se moquant un peu des Occidentaux, qui vivent dans les ténèbres d'une raison qui est complètement asséchée. Voilà ce qu'elle dit. Il ne s'agit pas d'inventer des faits au bout du jardin, parce que quand on parle de réanimer la nature, aussitôt viennent les images de réinventer des faits au fond du jardin. Non, elle dit, il ne s'agit pas de réinventer des faits au bout du jardin, il s'agit d'être ouvert à une expérience de la nature comme puissante, active et créative, en accueillant dans notre culture la sensibilité et le lexique de l'animation. C'est-à-dire une nature animée, une nature active, une nature, donc... Alors, adopter le lexique de l'animation, c'est ne plus parler de la nature uniquement à la 3e personne. Nous faisons partie de cette étoile de vie. Et ce qui arrive donc à la nature ne peut que nous affecter. C'est Rachel Carson aussi, qui est une biologiste américaine, qui a écrit Un printemps silencieux, qui est le monument de la littérature écologique des années 60, qui dit « Comment a-t-on pu penser
nous qui faisons partie de la nature, que ce que nous faisons subir à la nature n'agirait pas sur nous, qui faisons partie de cette toile de vie. Comment a-t-on pu le penser que tous ces insecticides, pesticides, etc., ne finiraient pas par atteindre ce que nous sommes? Donc je poursuis, je vais conclure. Donc c'est une attention à une nature animée, une attention aussi au récit des sciences du vivant. Les sciences du vivant nous éclairent aussi. Il ne s'agit pas simplement des faits au bout du jardin, il y a aussi les sciences du vivant qui nous éclairent, en particulier qui soulignent à quel point la nature aussi est faite de relations, pas seulement de concurrence, ça existe. Ça a été magnifié par les économistes. La lutte pour la vie, c'est ce que les économistes ont traduit en termes de concurrence. De concurrence pour la survie. De concurrence à mort, de la loi du plus fort. Ça, c'est le principe économique de base dans l'économie dominante. Donc, et sur le modèle de la lutte pour la vie. Non, il n'y a pas que de la lutte pour la vie, il y a aussi de la coopération. Il y a de l'altruisme, il y a de la coopération, il y a de l'entraide, il y a de la symbiose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'élimination, il y a de la symbiose. Et donc ça, ce sont les sciences du vivant aujourd'hui qui nous racontent également cela. Et donc, nous devons nous approprier aussi ces récits. Et j'ai été, moi, très influencée, enfin, très impressionnée par des écrits que je ne connaissais pas, que je transmets, parce que ça a un peu bouleversé ma façon de voir les choses. C'est un biologiste, philosophe, anthropologue japonais, qui s'appelle Imanishi Kinji. Bon, je pense que certains le connaissent très bien. Moi, je ne connaissais pas. C'est grâce aux éditions Wild Project qui ont réédité ces écrits. Alors, je vous cite exactement le titre de son livre. C'est... Pardon. Enfin, c'est pour une... approche, voilà, le monde des êtres vivants, une théorie écologique de l'évolution. Ce qu'il, il revient un peu sur les théories de Darwin et il montre que le monde des humains, que nous faisons société, que les sociétés humaines sont que le vivant, la caractéristique, du vivant, c'est de faire société. Et pas simplement le vivant humain, également le vivant autre qu'humain. Faire société par la coopération, l'entraide, la symbiose, etc. Et que la société des vivants, des humains, elle est une société des vivants parmi les autres sociétés de vivants, connectées aux autres sociétés du vivant. Moi, je conclus, là, je pense qu'il faut que je conclue. Là, je vais passer, tant pis. Donc, tout ceci, cette réanimation de la nature, évidemment, ça réanime aussi nos capacités d'émerveillement et notre intention de défendre, je dirais, pied à pied, corps à corps, ce à quoi nous tenons. Et là, je cite quand même, pour conclure peut-être, une phrase de Pasolini. Je remercie d'ailleurs le groupe qui m'a envoyé un des numéros de votre publication, Le Visiteur, avec un texte de Pasolini qui s'appelle « La forme de la ville ». J'ai trouvé ce texte absolument génial. Il m'a beaucoup inspiré finalement pour écrire cette intervention. Voilà ce qu'il dit, Pasolini. D'abord, il est très, je dirais, proche finalement de Simone Weil sur l'idée de l'attention au vivant. Il dit d'abord, il faut être attentif au patrimoine anonyme, ce passé sans nom, ce passé populaire. Et ce patrimoine anonyme, c'est un patrimoine animé. Et voilà ce qu'il dit, je conclurai avec ça. Pourtant, je pense que ce petit chemin de rien du tout, si modeste soit-il, est à défendre avec autant d'acharnement, de bonne volonté et de rigueur qu'on défend une œuvre d'art d'un grand auteur. Bon, c'est ce que font aujourd'hui beaucoup de communautés dissidentes, résistantes, qui défendent pied à pied, corps à corps, des milieux de vie un peu partout dans le monde. Je vous remercie.